À l'origine, des dizaines de fonds traitant des langues et civilisations éparpillés aux quatre coins de la capitale. Des centaines de milliers d'ouvrages et de documents, uniques pour certains, inaccessibles pour d'autres, précieux, fragiles, oubliés, détériorés parfois, dévorés par le temps, introuvables. À l'origine, une conviction et une utopie. La conviction, tout ce savoir éparpillé d'un trésor. L'utopie, réunir tous ces fonds dans un lieu unique, à la fois ouvert sur le monde et qui rayonnera à travers le monde. Mutualiser ces trésors, pas simplement pour les mettre à l'abri, mais pour faire avancer la connaissance. Une conviction, bientôt une évidence. Une utopie à transformer en ambition. Voilà, c'est vide. Cette histoire se déroule au début du XXIe siècle, à l'heure du numérique, à une époque où l'écran tend à remplacer la page, au moment précis où le geste d'ouvrir un livre pourrait paraître anachronique. Je pense que le livre a une valeur irremplaçable. Le livre, c'est un objet et la lecture passe par l'utilisation d'objets. Tourner les pages, c'est pas la même chose que de pousser du pouce une page sur un écran. Cela se passe à une époque où une langue semble s'être imposée au monde. Pour simplifier la communication, les échanges, le commerce, la diplomatie. Postulat à présent. Toute langue a une valeur, y compris la plus discrète, la moins dominante, même celle qu'on ne parle plus. Seo, usienka mavrbo, kupini garma, millenarié Vadasumit, Vatahula, Jabiri Sirba, Fontaine, Juli, Kula, C'est l'histoire et l'avenir des civilisations, le passé et le futur de l'homme. C'est la mémoire du monde. C'est l'endroit même où mémoire et préscience se confondent. S'appuyer sur le passé pour décrypter le présent, pour envisager l'avenir. Il arrive que l'utopie est le dernier mot. Il arrive que la volonté de quelques-uns soit si forte qu'elle en devient contagieuse, qu'elle parvient à mettre en mouvement des centaines d'autres. L'histoire se déroule à l'heure de la mondialisation, de l'uniformisation. Mais on pense ici que la connaissance de la langue de l'autre est un moyen de connaître l'autre. On croit ici que le développement des civilisations passe par la connaissance des civilisations qui les ont précédées. La BULAC, ça veut dire bibliothèque universitaire des langues et civilisations. C'est l'endroit où sont des collections de livres consacrés à toutes les langues non vernaculaires de l'Europe occidentale. C'est ça le but, et c'est dire que la France était en retard dans ce domaine-là. Et c'est dire que la France a une place. Elle a une place grâce à ses chercheurs, grâce à ça. Et c'est ça la BULAC. Ici, dans la bibliothèque la plus grande du monde en matière de diversité, les langues du monde,
les civilisations du monde trouveront un lieu d'accueil, un refuge. Elles vont cohabiter, être étudiées. Elles vont dialoguer et permettre peut-être de relire le mythe de la tour de Babel. Plus de 350 langues non occidentales, auxquelles s'ajoutent de nombreuses langues occidentales. Ici, on s'intéresse autant aux langues qu'à leur contexte. Donc là, voilà, on est au sous-sol avec le rouge qu'on va retrouver sur les rayonnages captés. Je pense que la diversité des langues est un des problèmes de discussion théorique très importante encore aujourd'hui partout, et quand même un des éléments de méconnaissance. Quand on voit les hommes politiques faire semblant de discuter alors qu'ils ne se comprennent pas, non seulement ils ne parlent pas la même langue, mais ils ne se comprennent pas du tout. Et ça, c'est un problème de fond. Alors, les bibliothèques dans lesquelles il y a des gens qui sont capables de dire « nous, on comprend des choses que vous ne comprenez pas, mais on l'a fait passer ». Le but, c'est pas de dire « je connais et vous ne connaissez pas », c'est de dire « je connais et je peux vous dire ». Les lignes 12, format 4. C'est une graphie. Ici, on ne compte pas en centaines, mais en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Plus de 200 000 volumes en libre accès, 1,5 million de documents en magasin, auxquels s'ajoutent des dizaines de milliers de documents électroniques, plus de 30 000 mètres carrés de réserve, d'espaces de consultation, de salles de lecture, près de 70 km de rayonnage, une capacité de stockage d'environ 2,5 millions de volumes, permettant d'accueillir quotidiennement les nouvelles acquisitions. Ici, le tchèque voisine avec le slovaque, côtoie le congolais, dialogue avec l'ourdou. Et puis après, on les range par ordre alphabétique de la langue. Donc on a d'abord le AFR, c'est les langues africaines. Afrique, après, on a ALB, Albanie, après, Amérique, ALE, Vietnam, voilà. Après, on a Arabie, Birmanie, Bulgarie, Cambodge, Chine, Sri Lanka, Corée, Finlande. Et on a les langues de l'Inde ici. Le assaméen, le bengali, gujarati, hindi, malayalam, oriya, punjabi, tamoul, telugu et ourdou. Ça fait beaucoup de langues. Ouais. Alors nous avons des livres dans tous les domaines, aussi bien en linguistique que histoire, littérature. Faiz Ahmed Faiz, c'est un des poètes très très connus des années 70. Ça c'est l'anthologie de sa poésie. L'anthologie de Ralem, un poète du 19e siècle. Urdu में ड्रामा निगारी, फासले और मंजिल. शहर आशूब, पंजाब में उर्दू, तालीमी खुतबात, दक्कन में उर्दू, पतझड़ की उर्दू अदबी लुगत, गालिब की शायरी का नफ्सियाती उर्दू रुबायात, उर्दू का तनकीदी मुताला, यूरोप में तहकीकी मुताले. C'est 6 siècles après la révolution de l'imprimerie, au lendemain d'une nouvelle révolution qui a pour nom numérique. Ici, les deux coexistent. À l'heure d'Internet et du travail à distance, des espaces de lecture, de travail, de recherche, accessibles jour et nuit pour certains, largement ouverts pour éviter le repli sur soi. Pour que le linguiste côtoie l'ethnologue, l'anthropologue, le sociologue, mais également l'historien, le littéraire, pour instaurer aussi un dialogue nouveau entre le chercheur et le bibliothécaire. Un outil pour réinventer les pratiques documentaires. Un dispositif pour valoriser les travaux de recherche. Une scène pour les spectacles, pour les conférences. La recherche a besoin d'instruments, les livres, la bibliothèque
y compris dans ses formes actuelles numériques. C'est un des grands instruments des sciences humaines et sociales. Elle a besoin d'espace pour qu'il y ait des chercheurs, qu'il y ait un bureau, qu'il y ait un ordinateur, qu'il y ait une clé pour ouvrir, qu'il y ait accès 24 heures sur 24. Parce qu'en Allemagne, il y a des bibliothèques ouvertes 24 heures sur 24. Aux États-Unis, on ne conçoit pas une bibliothèque de recherche qui ne soit pas ouverte 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, on pense que la bibliothèque va être ouverte 12 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est un progrès considérable par rapport à l'ensemble des bibliothèques universitaires. Il fallait ouvrir sur le monde réel, sur les pays émergents, qu'il y ait des jeunes chercheurs français et attirer également grâce à la concentration des chercheurs étrangers. La deuxième chose, c'est qu'il fallait que cette bibliothèque abandonne les habitudes des bibliothèques, qu'elle soit plus ouverte, qu'elle soit plus informatisée et que, à côté des collections de livres, on y ait une politique de numérisation. Et ça, c'est aussi compliqué. On est en train de changer complètement l'usage des bibliothèques. On ouvre une bibliothèque au moment où tout le monde parle de fermer les bibliothèques. Je vois bien comment la numérisation change complètement le mode de travail. Et ici, il faut s'adapter à ça aussi. Nous sommes en présence dans le rayon islam, monde arabe et langues arabes, du rayon où il y a l'édition de 1990 de l'Encyclopédie de l'Islam, qui est un des exemplaires tout à fait au point, rassemblant les auteurs spécialistes du monde arabe, qui est édité en Hollande et dont l'édition française vient d'être refaite pour la dernière fois, parce que l'éditeur pense qu'il n'y a pas assez de lecteurs en langue française, et qu'il préfère l'édition en langue anglaise. Mais la dernière édition a été coordonnée par un historien français. C'est un des aspects de la participation de la recherche française à la connaissance de ces langues et de ces civilisations. C'est un ouvrage tout à fait fondamental, même si c'est plutôt pas de la vulgarisation, mais c'est à la portée de non-spécialistes. Ce nouvel outil est au cœur d'un ensemble plus vaste que certains qualifient de nouveaux quartiers latins. Aux ambitions d'ouverture et de rayonnement affichées par les concepteurs, les architectes ont répondu par l'élégance et la simplicité. D'où le choix de la brique, matériau de construction commun à tous les pays représentés ici, manière aussi de figurer la coexistence de toutes les langues représentées ici, liaison métaphorique, métonymique, extérieure, intérieure, l'envers et l'endroit. Demain, la BULAC sera une référence internationale, incontournable dans les domaines de la transcription, de la classification, de l'indexation. Les normes qu'elle proposera s'imposeront en France, en Europe, dans le monde. On parle d'une situation où en France, à force de ne pas coopérer, on faisait une transcription du chinois à la BULAC, on en faisait une autre au Collège de France, on en faisait une troisième à la Bibliothèque municipale de Lyon. Tout ça, un système qui n'était pas compatible. Aujourd'hui, il y a un système qui a été mis au point par les travaux des chercheurs de la BULAC et du personnel, et qui va être le système universel. Quand on peut éditer une notice de japonais, de chinois, de coréen, de russe, d'arabe, d'hébreu, par un même système de transcription, c'est un progrès formidable. Bienvenue.
Ouais, c'est l'édition. C'est les trucs de valse aussi. T'as fait la verte, toi, elle est là. Ouais. Franchement, elle est trop bien, cette Բյուլակ, արևելյան լեզուների և քաղաքակրթությունների գրադարան։ Bulac, Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh. Bulac, Университетска библиотека Езика и цивилизация. Bulac, Kutubkhana и Zuban و Tamaddun. Бюляк, Университетская библиотека языков и цивилизаций. বুলাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সভ্যতা সংক্রান্ত গ্রন্থাগার। بولاک، کتابخانه دانشگاهی زبان و تمدن.